Voilà, Radio Classique LCI, bonjour Harlem Désir, vous Bonjour. êtes le patron du Parti Socialiste, les sujets ne manquent pas. Évidemment, la situation en Syrie, les problèmes de politique intérieure, et puis la révélation du budget ce matin par le ministre de l'économie et le ministre du budget, et puis on parlera aussi de Mélenchon, de Montebourg. Bref, c'est parti. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, en réunissant le Conseil de défense ce matin, qu'il y a une sorte d'ambiguïté autour de la situation de François Hollande? Parce qu'on se demande s'il est prudent ou s'il est carrément hors jeu dans cette affaire maintenant. Non, il faut être ouvert à une initiative qui pourrait déboucher au plan des Nations Unies. C'est la pression qui a amené les Russes à reconnaître deux choses qu'ils niaient jusqu'à présent, que la Syrie détient un stock d'armes chimiques, et deuxièmement que ça pose un problème de sécurité collective, de sécurité internationale, et ça revient à reconnaître que le 19 août, il y a eu un usage de l'arme chimique. À partir de là, les Russes ont dit... eh bien, nous sommes prêts à demander à la Syrie, et donc à contribuer avec la communauté internationale, à ce que soit mis sous contrôle international ce stock d'armes chimiques et à ce qu'il soit détruit. Donc il y a, à partir de là, une voie diplomatique que la France a voulu saisir. Il faut être ouvert, mais il faut rester vigilant et ferme. La proposition française émise par Laurent Fabius et soutenue par François Hollande, qui consiste au fond à responsabiliser devant un tribunal international les autorités syriennes, ça, Lavrov l'a rejeté fermement. Donc ça nous met dans une situation quand même bancale. Il y a en ce moment une discussion qui se poursuit au Conseil de sécurité. Oui, il a dit qu'il n'en voulait pas. Et très bien, c'est le propre de la diplomatie que de discuter. La France dit non seulement il faut des garanties, et donc il faut qu'il y ait une résolution rapide, et contraignante. Il faut qu'il soit puni. Oui, d'abord sur la destruction de ce stock sous contrôle international. Et deuxièmement, il y a effectivement la nécessité de saisir la Cour pénale internationale d'un crime de guerre, qui est également un crime contre l'humanité, comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, parce que cet acte les Russes n'en veulent pas. Oui, mais il y a eu des femmes et des enfants qui ont été gazés. Là, il y a une responsabilité de la communauté internationale qui est de dire plus jamais ça, qui est de dire il y a une ligne rouge. Il y a des conventions internationales qui interdisent cela, et il y a des sanctions qui sont prévues. Il peut y avoir différentes sortes de sanctions, mais les responsables qui ont donné l'ordre, le régime qui s'est rendu coupable de cela, il ne doit plus être en mesure de le faire. Donc la sanction et la dissuasion... Vous me réexprimez la position française qu'on connaît, mais visiblement, ils n'en veulent pas. Donc je vais formuler ma question un petit peu plus, comment dirais-je, violemment. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment dans cette affaire que finalement, il y aurait une sorte de trio Poutine, Obama et Assad au milieu, et un François Hollande dont Poutine se contrefiche, voire dont Poutine refuse toutes les propositions? François Hollande a été à l'initiative. Je vous pose la question. Oui, mais moi je dis, non, il est à l'initiative. Il a été à l'initiative depuis le début avec Obama. C'est la France qui a pris l'initiative de déposer cette résolution au Conseil de sécurité, qui est la base de la discussion. Donc il n'est pas borduré par Poutine. Mais non, il y a aujourd'hui une Russie qui, parce qu'il y avait cette pression et parce qu'il y avait le risque de frappe, a été obligée de changer d'attitude. Elle disait jusque-là, il n'y a rien en Syrie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'armes chimiques. Maintenant, elle dit, on est prêt à opérer le contrôle, mais il y a des éléments qui montrent bien d'ailleurs le lien qui existe entre Poutine et le régime de Bachar al-Assad. Et en même temps, il y a des choses qui deviennent difficiles à assumer pour la Russie. Donc c'est normal que la pression continue, puisque c'est elle qui a fait bouger déjà un des membres du Conseil de sécurité. Comme vous ne répondez pas vraiment à la question, vous considérez donc que Poutine bluffe? Moi, je vous parle à vous. Je pense qu'il y a un rapport de force qui s'est établi parce qu'il y avait une détermination, une force, une pression qui s'exerçait grâce à la France, aux États-Unis, qui avait rallié d'ailleurs les pays de l'Union européenne à la nécessité d'une réaction internationale forte. Et les Russes ont eu la crainte qu'une frappe puisse intervenir. Donc, ils ont reconnu qu'il y avait un problème, qu'il fallait faire des... Oui, mais l'essentiel, c'est la destruction de ces armes dangereuses. C'est que jamais plus ça ne puisse se reproduire. Donc, il faut qu'il y ait cette perspective possible d'une action pour que les choses bougent, on le voit sur le plan diplomatique, et ça inclut effectivement le fait que nous demandons que les responsables de ce crime soient traduits devant la Cour pénale. Les Russes disent non, la discussion va se poursuivre, mais donc, elle ne va pas... Au bout de 3 minutes, François Hollande n'est pas en jeu. Il est au cœur du jeu, puisque c'est lui qui a saisi le Conseil de sécurité dès lundi soir. On aurait pu commencer par ça aurait été plus simple. Mais il y avait déjà eu 3 tentatives de faire adopter par le Conseil de sécurité des résolutions sur la Syrie. Les 3 fois, les Russes, avec les Chinois, avaient opposé leur veto. Ce qui est nouveau, c'est que les Russes, sous la pression, là, on dit on est prêt à envisager qu'il y ait effectivement une mise sous contrôle et une destruction des armes chimiques en Syrie. Harlem Désir, question malicieuse et en même temps sur le plan politique, elle est importante. Vous avez traité l'opposition de munichoise dans cette affaire au début. Est-ce que vous n'êtes pas le Ce n'est pas ce que j'ai dit. Laissez-moi terminer la question. Craignait un esprit munichois. D'accord. Est-ce sans que vous n'êtes viser pas le personne en prototype particulier du sectaire que définit François Fillon?
Bon, je vois la malice dans la question qui fait la liaison entre deux sujets qui n'ont rien à voir. Mais concernant le premier point, John Kerry aussi, en s'exprimant devant les républicains, les démocrates, plus exactement, au Congrès des États-Unis, a dit ce moment, c'est un peu le Munich de notre génération. C'est une référence, évidemment, qu'il y a toujours dans les analogies des limites, mais qui voulait dire que face à des régimes dictatoriaux... Pardon ? C'était pas, pardonnez-moi d'être violent, mais c'était pas une ânerie de dire un truc pareil. C'était pas pour choquer. Moi, j'ai voulu avoir un terme qui secoue les esprits, qui fasse réfléchir au fait que si on accepte la prolifération des armes de destruction massive, armes chimiques, armes biologiques, il y a des traités d'interdiction pour les armes nucléaires, il y a un enjeu de non-prolifération, il y a l'Iran. Si on laisse passer ce qui s'est fait le 21 août, qu'on détourne le regard, comme d'autres l'ont fait, d'autres générations, à d'autres moments d'histoire, on croit que le problème est réglé, on le retrouve plus grave encore quelques années plus tard. Donc vous avez raison d'employer cette formule. Eh bien moi, je pense qu'elle a eu le mérite de faire réfléchir, parce que je voyais des positions qui étaient tactiques. Moi, j'accepte tout à fait des gens qui ont toujours été contre toutes les interventions militaires, mais quand je voyais certains responsables dans l'opposition dire, après un discours de François Hollande, qu'il était juste sur le fond et sur la forme, c'était après son discours du 27 août devant les ambassadeurs, et quelques jours après, dire finalement, non, il ne faut pas y aller, pour des raisons politiciennes, il s'agissait de M. Copé, j'ai dit que je trouvais qu'il y avait là une alerte. Parce que nous, par exemple, au moment de l'affaire libyenne, nous étions dans l'opposition, nous ne nous sommes déterminés que par rapport au fond, la protection des populations de Benghazi et le rôle de la France. Et nous avons soutenu l'intervention, nous ne nous sommes pas déterminés en fonction de notre position politique, de façon politicienne, parce qu'on était l'opposition. Vous êtes un sectaire ? Je ne le pense pas. Et je pense que M. Fillon a franchi une limite, c'est un point de rupture républicaine, quand, pour la première fois, un dirigeant de l'UMP, qui était censé être le garant du gaullisme d'ailleurs, face aux dérives de M. Jean-François Copé et de son nini, dit qu'il est prêt, au cas par cas, à appeler à voter pour le Front National, au nom du moins sectaire. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il n'a pas été suffisamment instruit par les temps passés du sectarisme de l'extrême droite, de la façon dont elle passe son temps à désigner des boucs émissaires ? Cela n'a pas de sens. Un dirigeant politique comme lui doit se déterminer sur des principes. Il doit y avoir une limite, un cordon sanitaire mis par un parti républicain. C'est une révolution politique. Parce que Éric Ciotti a expliqué que peut-être dans l'esprit de François Fillon, il pensait à un cas comme Marseille, où par exemple un candidat du Parti socialiste qui aurait été condamné par la justice se retrouvait face à un candidat du Front National. Donc là, il y a peut-être un choix moral. Monsieur Fillon n'a pas cité le cas de Marseille, mais il parlait bien d'Éric Ciotti. Oui, mais Éric Ciotti a essayé de défendre François Fillon, qui lui, dans le Figaro hier, a confirmé ses propos, a dit qu'il les assumait, qu'il ne les regrettait pas, que c'était sa liberté et qu'il ne voulait pas être enfermé dans le nini. Et donc, il a bien confirmé qu'au cas par cas, dans les élections municipales, en prenant tous les prétextes qu'il veut, il était prêt à donner comme consigne de vote à des électeurs de l'UMP, si au deuxième tour, il n'y avait pas l'UMP, d'appeler à voter pour le Front National. Consigne, parce que c'est une sorte de liberté. Non, c'est plutôt une liberté de conscience qu'il leur donne. Non, il a dit qu'il était prêt à leur conseiller de voter pour le Front National. C'est inédit. Moi, je trouve que ça n'a pas suscité la réaction que ça méritait. Et que vous considérez dans ces cas-là qu'il est discrédité pour la présidentielle ? Mais je pense qu'il doit retirer immédiatement ses propos. Sinon, oui, il est discrédité en tant que républicain. D'ailleurs, j'ai vu que M. Juppé, heureusement, s'en est démarqué. Mais enfin, on a M. Juppé, M. Apparu, M. Barouin, c'est un peu les derniers villages gauliens, quoi. Dernier pôle de résistance gaulliste. Borloo, Dominique de Villepin, ils ne sont pas les seuls. Écoutez, les principaux dirigeants de l'UMP, à ce jour, ne se sont pas démarqués de cette attitude de M. Fillon, qui est, pour des raisons là encore politiciennes, dans une course-poursuite avec M. Copé, prêt à franchir toutes les limites républicaines. Or, moi, je dis que cette stratégie folle, cette stratégie de la main tendue au Front National, elle ouvre les portes de l'extrême droite à la République. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, finalement, que c'est une réponse au piège que l'a posé François Mitterrand il y a maintenant des années ? Parce que c'est toujours ça, le problème qui est posé par la droite. Jacques Chirac a donné une réponse précise, mais il y avait quand même peut-être dans l'esprit de François Mitterrand l'idée de laisser la droite aux portes du pouvoir ad infinitum, tant que si le Front National prend une importance considérable. Nous sommes en 2013, il va y avoir des élections municipales en 2014, voilà, dans 6 mois. Donc il faut quand même que les responsables d'aujourd'hui de l'UMP soient capables d'être une opposition républicaine qui n'a pas besoin d'aller chercher l'alliance de l'extrême droite pour poursuivre ses objectifs politiques. Elle ne va pas se réfugier derrière les années 80. Répondre à l'extrême droite aujourd'hui,
c'est d'abord être capable d'apporter des réponses aux problèmes économiques et sociaux du pays. C'est la bataille pour l'emploi qui a engagé François Hollande, mais c'est aussi mener une bataille culturelle, idéologique contre un parti qui n'est pas un parti comme les autres, qui reste un parti xénophobe et dont par ailleurs les propositions économiques et sociales seraient une folie pour notre pays. La sortie de l'euro, mais ce serait une catastrophe pour des dizaines de milliers d'entreprises, ce serait des millions d'emplois perdus par la France, ce serait l'isolement de notre pays. Quant à leurs propositions sociales, remettre en cause l'IVG, est-ce que c'est acceptable pour les femmes dans notre pays? Donc le courage politique des Républicains, c'est d'être intransigeant, c'est d'être ferme. Et c'est pourquoi moi, vous le savez, j'ai demandé et j'ai décidé que le Parti socialiste, en cette rentrée, allait mener une bataille sur les valeurs. Valeurs contre valeurs, projet contre projet. Parce que nous voulons opposer à cette stratégie du déclinisme, du défaitisme, de la désignation de bouc émissaire, dans laquelle il y a un bloc droitier qui se retrouve. Nous voulons opposer le vivre ensemble, la République, le progrès. Nous croyons que la France peut s'en sortir avec ses atouts et non pas en divisant en son sein entre les uns et les autres comme le fait l'extrême droite. Deux petites questions pour terminer. Malheureusement, il nous reste 30 secondes, donc il va falloir être bref. Excusez-moi. Servez-vous à quelque chose? Je veux dire, le PS et Harlem Désir. Il y a des critiques dans ce domaine. Oui, mais je les entends. Elles viennent plutôt de nos adversaires. Là, nous avons, par exemple, pendant le mois de juillet, adopté... J'ai deux questions, il reste 30 secondes. Oui, nous avons adopté un projet sur la réforme des retraites. Eh bien, c'est celui qu'on retrouve aujourd'hui dans la proposition du gouvernement. C'est-à-dire la prise en compte de la pénibilité, des droits des femmes, de l'entrée tardive des jeunes sur le marché du travail, le refus de la désindexation, pas de hausse de la CSG. Voilà un exemple. Donc il n'y a pas une inaction du Parti socialiste. Deuxième question. Non seulement il n'y a pas une inaction du Parti socialiste, le Parti socialiste d'abord depuis 15 mois soutient l'action de ce gouvernement. C'est grâce à son soutien à l'Assemblée nationale que le gouvernement peut avancer. Il fait des propositions et il prépare nos élections municipales. Ma dernière question, Mélenchon, il est définitivement hors jeu pour la gauche? Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'on a besoin de toute la gauche, mais pour ça, on a besoin non pas d'invectives. Sur François Hollande et sur justement, vous, voilà. Et à chaque fois, il ne fait qu'alimenter la division. Il ne fait que faire le jeu de l'extrême droite. Vous parliez tout à l'heure de Marseille. Eh bien, on voit les sondages à Marseille. S'il y a une liste commune de toute la gauche, c'est-à-dire du Parti socialiste, du Front de gauche, des écologistes, ensemble, on peut gagner la ville. On sera en tête même au premier tour. Si on y va disperser, c'est le Front National qui sera devant la gauche au premier tour. Merci Harlem Désir d'être venu ce matin sur l'antenne évidemment de Radio Classique et de LCI. Passez la meilleure journée possible. Nous allons retrouver sur LCI nos camarades Magali et Christophe, que je salue, peut-être encore Michel et Arlette Chabot. Non, Arlette n'est pas là le mercredi. Et puis nous nous retrouvons sur Radio Classique avec Sophie Paolini tout de suite. Bonne journée à vous.